Bonsoir. Merci à toutes, merci à tous de participer nombreux à ce 34e jeudi de l'ordre. Maître Corinne Amar, avocat au barreau de Marseille, et notre ami Bruno Mellet, secrétaire général du conseil départemental de l'ordre des médecins, vont nous parler du médecin face à la plainte du patient. Posez vos questions comme d'habitude, elles seront traitées à la fin des exposés. Ce soir, Maître Jacquier, bâtonnier du barreau de Marseille, nous fait l'honneur de sa présence. Les jeudis de l'ordre se dérouleront désormais tous les 2 mois, sauf exception dépendant de sujets majeurs d'actualité immédiate. Merci du soutien et de la participation de notre présidente Marie-Dominique Métra. Merci à tous nos conseillers. Merci à toute l'équipe de la communication. Corinne Amar, Bruno Mellet, vous avez la parole. Merci. Bonsoir et merci à chacun d'entre vous d'être là. Merci d'être présent ce soir. Merci également à vous, monsieur le bâtonnier, même si votre présence représente pour moi, fait peser sur moi une énorme pression et m'impose de faire attention à chacun des mots que je vais employer ce soir. Et les mots, justement, sont particulièrement importants quand on parle du médecin face à la plainte d'un patient, parce que c'est un sujet qui est très sensible. Sensible parce que notre rôle, parce que le rôle du Conseil de l'ordre en matière disciplinaire n'est pas toujours bien compris et même quelquefois n'est pas toujours bien accepté. Pour un médecin, quelle que soit sa part de responsabilité, une plainte sur le plan humain est toujours ressentie, elle est toujours vécue comme une épreuve. Alors c'est quelque chose que nous prenons en compte bien sûr, mais nous sommes également tenus de respecter un cadre réglementaire dans lequel doit s'inscrire tout ce que nous faisons, et c'est ce cadre que je vais vous présenter ce soir. Ensuite, Maître Amar interviendra pour expliquer, pour analyser les articles du Code de déontologie, ou surtout ceux qui sont le plus souvent employés dans le cadre d'une plainte. Donc une intervention essentiellement didactique, pratique, j'allais dire pédagogique, qui devrait nous permettre d'éviter, ou tout au moins de limiter les situations qui peuvent conduire à une plainte. Alors, que se passe-t-il quand nous recevons une plainte ? Eh bien, tout dépend de la nature de la plainte ou du statut du médecin. Concernant le statut du médecin, avant de voir les régimes dérogatoires, on va voir le régime de droit commun qui concerne essentiellement les médecins libéraux ou salariés du privé. Et dans ce cas-là, le Code de la santé publique prévoit que nous organisions une réunion de conciliation. Alors, le rôle de cette réunion, c'est de faire en sorte que le patient et le médecin se rencontrent, car beaucoup de plaintes reposent d'abord et avant tout sur un manque de communication. Et si dans la plupart des cas, chacun est de bonne composition, et c'est d'ailleurs et de loin ce qui se passe le plus souvent, au cours d'une conciliation, quelquefois, il arrive qu'elle soit tendue, voire conflictuelle. Notre rôle est alors de faire en sorte que les tensions s'apaisent et que chacun puisse parler et surtout écouter l'autre. C'est une étape très importante parce que dans plus d'un cas sur 2, la conciliation permet un retrait de la plainte. Alors que se passe-t-il ensuite ? Eh bien, en cas de conciliation, la procédure prend fin. Ce que je n'ai pas mis sur cette diapo, c'est que quand la gravité des faits le justifie, le conseil départemental peut prendre l'initiative de porter plainte lui-même. Et puis, si la conciliation échoue, eh bien, la plainte est transmise à la chambre disciplinaire. On va voir maintenant les régimes dérogatoires. Il y a 2 régimes dérogatoires. Il y a d'abord les médecins qui sont chargés d'une mission de service public. Alors, qui sont ces médecins chargés d'une mission de service public ? Ce sont essentiellement les médecins hospitaliers, mais pas seulement. Il y a aussi les médecins de santé publique, les médecins scolaires ou les experts judiciaires, etc., etc. Et contre de tels médecins, le patient ne peut pas porter plainte directement. Il faut que sa plainte soit portée soit par le ministre de la Santé, par le préfet, par le procureur de la République, le directeur général de l'ARS ou par le Conseil de l'ordre dans sa formation nationale ou départementale. On comprendra bien que dans la plupart des cas, c'est à nous, Conseil départemental, qu'une telle tâche va échoir. Donc, quand c'est un médecin hospitalier, on va étudier la plainte, on va recevoir le médecin pour entendre ses observations et ses explications, on va échanger avec lui, et en l'absence de manquement déontologique, la plainte sera classée sans suite,
Et l'auteur de grief informé des voies de recours, c'est essentiellement le tribunal administratif. En cas de manquement déontologique, le Conseil de l'ordre donc saisit la chambre disciplinaire. Il le fait dans la mesure où certaines conditions sont réunies. Ce que je vais dire là n'engage que moi, je vous dis ça à titre personnel. Selon moi, pour porter plainte, il faut que les faits relèvent d'une certaine gravité d'une part et que leur matérialité soit clairement établie. On ne va pas porter plainte si la faute existe, mais qu'elle est d'une gravité très relative, et plus encore, s'il n'y a aucun préjudice que le patient ne puisse imputer au médecin. Dans les régimes dérogatoires, il y a également les médecins qui exercent une fonction de contrôle, et là, c'est assez simple pour nous, parce que nous, Conseil de l'ordre, ne sommes pas habilités à porter plainte contre de tels confrères. Alors, je voudrais revenir un petit peu en arrière sur la nécessité que j'évoquais tout à l'heure pour porter plainte que les faits aient une certaine gravité. Je connais 2 ou 3 phrases en latin, pas beaucoup plus, mais il y en a une qui peut s'appliquer là, de minimis praetor non curat, pour faire une traduction assez libre. On peut dire que praetor non curat, les magistrats ne s'intéressent pas de minimis aux choses qui n'ont pas d'importance. Alors bien sûr, nous ne sommes pas des magistrats, mais cet aphorisme, à mon sens, s'applique parfaitement quand nous, conseil départemental, sommes confrontés à une telle décision que de devoir porter plainte contre un confrère chargé d'une mission de service public. On va revenir donc aux procédures suivant la nature de la plainte et voir d'abord le refus de soins discriminatoires. Alors, il existe dans le Code de la santé publique 2 articles. L'article 7 qui dit que le médecin doit soigner avec la même conscience tous ses patients, et l'article 47 qui dit que le médecin peut refuser ses soins pour des raisons personnelles. Et donc, entre ces 2 articles, il faut trouver quelle est la juste application du code de déontologie. Ce n'est pas toujours facile, et ça l'est d'autant moins qu'en 2002, la loi Kouchner a introduit un nouvel article qui, dans sa dernière rédaction, prévoit une procédure particulière en cas de refus de soins discriminatoires. Cet article fait donc référence au code de la sécurité sociale pour ce qui est du RSS, c'est-à-dire l'ancienne CMU, qui dit donc clairement qu'on ne peut pas refuser des soins au motif que le patient est bénéficiaire de cette aide. Il fait référence également au code de l'action sociale des familles pour l'AME, l'aide médicale d'État, qui a été au cœur de l'actualité la semaine dernière, comme vous avez pu le constater. Et puis, il fait référence en fait à un article du Code pénal qui renvoie à une série de notions. Je vais l'agrandir pour qu'on le voit un petit peu mieux. On n'a pas sur cet article beaucoup de recul ni de jurisprudence, car les décrets d'application n'ont été publiés qu'en octobre 2020. Mais ce qui est sûr, c'est que cette nouvelle procédure expose beaucoup plus les médecins. Je prendrai 2 exemples. Un patient qui s'estime être victime d'un tel refus, même s'il ne porte pas plainte, à partir du moment où il nous informe, nous devons prendre en compte son courrier comme s'il s'agissait d'une plainte. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, les médecins hospitaliers sont eux aussi concernés par les dispositions de cet article, comme tous les autres médecins, et donc leur statut ne les protège pas. Dans ce cas-là, ça impose donc de devoir faire preuve de beaucoup de discernement quand on estime devoir interrompre le suivi médical au titre de l'article 47 que je citais tout à l'heure. On va voir maintenant le différent entre médecins. Alors, on pourrait penser qu'on est un peu hors sujet parce que le sujet de ce soir, c'est le médecin face à la plainte du patient. J'en parle quand même parce que la procédure est un peu différente et ça concerne quand même 10 à 15% des plaintes que l'on reçoit. Donc, dans le cas d'un différend entre médecins, il est toujours préférable, tout au moins dans un premier temps, de saisir le Conseil de l'ordre sans pour autant engager de procédure disciplinaire. C'est ce que nous permet l'article 56 du Code de déontologie. Donc dans ce cas, nous organisons une médiation. C'est un peu comme la conciliation que j'évoquais tout à l'heure, mais ça n'en a pas les mêmes conséquences. C'est-à-dire qu'en cas d'échec de cette médiation, il n'y a aucune saisine de la chambre disciplinaire. Ensuite, si la conciliation n'a pas abouti, et qu'on est dans le cadre d'un conflit d'ordre déontologique,
À ce moment-là, le médecin peut toujours saisir notre conseil d'une plainte classique. On retombe dans le cadre de tout à l'heure. S'il s'agit d'un problème d'interprétation de contrat ou d'un litige financier entre associés, et plus encore si le contrat prévoit une clause compromissoire, à ce moment, la Chambre nationale d'arbitrage peut être saisie. La clause compromissoire, qu'est-ce que c'est? C'est une convention au terme de laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à un arbitrage et non pas à un juge le litige qui pourrait les opposer. Comment va statuer cette chambre d'arbitrage? Elle statue soit en droit, bon, et ça c'est assez facile à comprendre, soit en qualité d'amiable compositeur. Ça veut dire quoi? C'est tout simplement le pouvoir dont l'arbitre est investi par les parties pour statuer non pas en droit, mais en équité. On va voir les principales causes de plainte. Voilà, ça c'est un tableau qui vient d'un rapport de la Cour des comptes de 2019 qui vous donne un petit peu la répartition des plaintes et leur importance en fonction de la qualité de la plainte. Et on va voir quelques chiffres maintenant. Alors sur ce tableau, il y a pas mal de chiffres. Vous pouvez le critiquer, c'est moi qui l'ai fait, il n'y a pas de souci. Il y a un chiffre qu'on peut retenir, c'est celui qui est au milieu, 1866, et qui est le nombre de plaintes annuellement déposées devant les différentes chambres disciplinaires. Et ce qui est important aussi, c'est le chiffre qui est juste en dessous, c'est 12%, qui est l'augmentation d'une année sur l'autre, en l'espèce de 2022 sur 2021. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que sur l'année précédente, c'est tout à fait en bas à droite du tableau, il y avait déjà eu une augmentation de 25% des plaintes. Certains disent que cette augmentation serait due au Covid. Pour étudier la plupart des plaintes qui viennent des chambres disciplinaires, je ne suis pas persuadé que l'influence du Covid soit aussi importante que ça. Je pense qu'il y a une réelle augmentation des plaintes. Que deviennent les plaintes une fois transmises à la chambre disciplinaire? Alors, quand on produit des chiffres, il faut être en mesure de donner ses sources. Là, en l'occurrence, j'ai fait un assemblage de différents documents, donc ce ne sont que des estimations que je vais vous montrer. Donc, on a les plaintes que l'on reçoit au conseil départemental. On voit donc tout de suite à gauche les 50% de plaintes que j'évoquais tout à l'heure qui sont retirées à l'occasion d'une conciliation. Il y a ensuite 10% des plaintes qui font l'objet d'une ordonnance du président de la chambre disciplinaire. Ces ordonnances sont prises donc soit pour irrecevabilité de la plainte, soit pour incompétence de la chambre ou pour désistement du plaignant. Ensuite, il y a le rejet de la plainte pour environ 20% des plaintes. Et donc, ça fait une plainte sur deux qui est rejetée par la CDPI, parce que si on prend 100, moins 50, moins 10, divisé par 2, ça fait bien 20, le chiffre qui est en bas à droite, divisé par 2, donc il y a bien une plainte sur deux qui est rejetée par la CDPI. Ensuite, on a les avertissements ou les blâmes pour 12%, à part égale à peu près tous les deux. Les interdictions inférieures à 3 mois pour 5%, inférieures à 3 mois ou supérieures, mais quand elles sont plus ou moins assorties du sursis. Pour 2%, les interdictions donc de 3 mois à 3 ans. Et il reste 1% de plaintes qui feront donc l'objet d'une radiation. Alors, pour finir, j'aimerais partager avec vous le regard que je porte sur ces chiffres. D'un côté, il y a des plaintes qui reposent sur des fautes qui sont des fautes graves. Quand un médecin est convaincu d'agression sexuelle, quand il est convaincu d'avoir détourné à son profit et au détriment de l'assurance maladie des sommes quelquefois considérables, quand par négligence ou par incompétence, il s'est rendu responsable d'un préjudice qui peut avoir brisé la vie d'un patient ou de sa famille, alors il est naturel, et tout le monde le comprendra, que des peines d'interdiction de plusieurs années, voire de radiation, soient appliquées et s'imposent. C'est d'abord dans l'intérêt du patient. Il ne faut pas oublier que c'est le patient qui est au cœur de l'acte médical et il attend que la chambre disciplinaire interprète et applique la règle de droit. C'est aussi quelquefois dans l'intérêt du médecin lui-même, quand c'est le seul moyen de lui faire comprendre qu'il doit arrêter de faire ce qu'il fait. On est quelquefois confronté
à des cas de réitération qui sont vraiment édifiants. Et il y a des médecins qui, après avoir été sanctionnés, recommencent et recommencent encore à faire les mêmes erreurs. Et puis, et c'est ce que j'aimerais souligner, c'est aussi dans l'intérêt de chacun d'entre nous, si on considère l'image que de tels actes renvoient de notre profession. Mais dans la grande majorité des cas, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres qu'on vient de voir, quand la plainte est retirée au moment de la conciliation, probablement que les griefs n'étaient pas si importants que ça. Quand la plainte est rejetée par la chambre collégiale, on peut donc supposer qu'il n'y avait pas de faute déontologique. Alors dans ces cas-là, notre rôle, ce n'est pas d'accabler ces médecins, mais c'est au contraire de les accompagner. Et pour reprendre ce que je disais au début de mon intervention, notre rôle, c'est de savoir trouver des mots justes, des mots qui soient confraternels, des mots confraternels et bienveillants. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir au sujet du médecin face à la plainte d'un patient. Je vais maintenant passer la parole à Maître Amar. J'ai lu son texte et je peux dire qu'il est particulièrement bien argumenté, qu'il saura nécessairement vous séduire, parce que même moi qui suis un praticien au quotidien de cette matière, je dois dire que j'ai découvert et j'ai appris beaucoup de choses en vous lisant. Merci. Bonsoir. Alors, mon rôle ce soir n'est pas aisé puisque j'ai le rôle de l'avocat et donc des difficultés et des plaintes que vous pouvez rencontrer. L'idée, ce n'est pas de vous alarmer, ce n'est pas de vous effrayer dans l'exercice de votre profession, c'est peut-être vous donner des clés de compréhension ou quelques réflexes peut-être, en tout cas j'essaierai, pour vous éviter de vous retrouver dans quelconque procédure. Bien sûr, tous les textes de déontologie doivent être respectés, mais je vais attirer votre vigilance, votre attention sur certains qui sont, comme vous l'avez vu juste avant, qui sont une source récurrente de contentieux. Vous verrez aussi dans mon explication que de nombreuses plaintes devant le Conseil de l'ordre sont aussi sur les mêmes motifs, des motifs de poursuite devant les juridictions. Donc je vais vous présenter donc, deux grandes parties, les écrits médicaux et le secret médical. Et ensuite, on va parler de la qualité des soins qu'on va retrouver dans le principe de continuité des soins, les conditions du refus de soins et l'obligation d'information du patient. Donc sur la rédaction d'un certificat médical, quelle que soit votre activité professionnelle ou votre spécialité, vous êtes amené à transmettre à vos patients un certificat médical ou une ordonnance. Ce certificat médical, il revêt une importance particulière et ce n'est pas une simple formalité. Sa rédaction doit attirer votre attention et vous devez être rigoureux beaucoup plus les années avancent, plus les contentieux se multiplient, plus votre attention et votre rigueur sur la rédaction d'un certificat est important. Si vous deviez retenir qu'un seul élément sur la rédaction d'un certificat médical, c'est que l'écrit est immuable, l'écrit est imprescriptible, l'écrit reste. Vous pouvez rédiger un certificat médical et ce dernier va se retrouver dans une procédure peut-être 5, 6 ans, 7 ans après, peu importe, il ne disparaîtra pas. Et c'est vrai que, comme on a pu le voir tout à l'heure, il y a plus de 10% des plaintes et de plus en plus, et je pense que c'est grandissant, qui sont devant le Conseil de l'ordre et qui concernent les certificats médicaux. Donc, les questions que vous allez vous poser, c'est comment puis-je rédiger un certificat médical tout en respectant le secret médical, comment vais-je rapporter des faits ou les dires de mon patient, et tout ça, vous allez voir que c'est un enjeu vraiment très important. Les articles fondamentaux du Code de déontologie, il y en a 3 qui sont fondamentaux pour la rédaction de vos certificats. C'est l'article 28, qui vous dit que la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. Certificat de complaisance, le mot est très simple, c'est-à-dire que vous dictez, si vous voulez, votre écriture est dictée par les dires du patient. Et là, vous rentrez complètement dans le certificat de complaisance. Il y a l'article 51,
L'article 51 qui dispose que le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients. Alors ne vous méprenez pas, quand il est écrit vous ne devez pas vous immiscer sans raison professionnelle, ne voyez pas une raison professionnelle pour vous immiscer. En réalité, cette tournure de phrase veut simplement dire que, à moins d'être expert ou d'agir sur réquisition judiciaire, dans tous les cas, vous ne pouvez pas vous immiscer dans la vie privée des patients et dans les affaires de famille. Enfin, il y a l'article 76 et qui revêt une importance très particulière et de plus en plus importante aujourd'hui, c'est que cet article-là, il vous indique que le certificat médical ne fait état que de constatation médicale, purement et simplement, et même froidement, de constatation médicale. Il vous indique beaucoup de choses, mais notamment, il vous indique que ce certificat, il doit être rédigé lisiblement en langue française. Je souris parce que grand nombre de médecins ont des certificats illisibles, en vague, ou parfois même au cabinet, on peut se retrouver à plusieurs confrères pour essayer de déchiffrer un certificat. Les pharmaciens aussi le rapportent. Et aujourd'hui, la médecine évolue et vous ne pourrez plus faire l'économie d'écrire correctement vos certificats de manière lisible parce qu'aujourd'hui, c'est sanctionné. Vous violez un article du Code de déontologie si vos certificats ne sont pas lisibles. Enfin, bien sûr, sur vos certificats, ce que dit l'article 76, vous devez vous identifier, vous devez signer et transmettre en main propre. Sur le secret médical corollaire fondamental à la rédaction du certificat, c'est l'article 4 du Code de déontologie qui pose ce principe. Le secret couvre, donc je le cite, le secret couvre tout ce qui est connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a entendu ou compris. Donc le secret médical est très large puisque même votre interprétation ou ce que vous en avez déduit rentre dans le cadre du certificat médical. Donc vous devez respecter l'intimité du patient et ne pas vous immiscer dans sa vie privée et vous devez faire très attention aussi sur vos communications scientifiques, vos enseignements et à plus forte raison si cette personne est une personne publique. Donc le secret médical est un des piliers de votre exercice car il est la colonne vertébrale de l'indépendance de la médecine et de votre exercice. Ce secret, et le Conseil de l'Ordre le rappelle, il n'y a pas de soins sans confidence, il n'y a pas de confidence sans confiance, il n'y a pas de confiance sans secret. Donc c'est une garantie, ce secret. Il est non seulement une garantie pour le patient, mais il est une garantie aussi pour vous, pour votre exercice professionnel. Le Code pénal aussi le rappelle, donc l'importance de ce secret. C'est l'article 216-13 du Code pénal qui rappelle que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Donc ce n'est pas pour vous effrayer, mais voilà, le Code pénal le dit aussi, c'est dire l'importance du secret, en tout cas des professionnels qui en sont dépositaires, et c'est-à-dire vous et notamment nous, les avocats. D'un point de vue déontologique, les chambres disciplinaires vont se montrer quand même particulièrement sévères au regard de la violation du secret médical, comme parce que, je vous l'ai indiqué, c'est effectivement un des piliers de l'exercice médical. Pour les certificats, il y a des règles impératives aux certificats médicaux. Il y a des certificats qui sont obligatoires, vous en connaissez, le certificat sur l'état de santé de l'enfant, sur la vaccination obligatoire, sur les accidents du travail, maladies professionnelles, sur une demande d'MDPH, sur les soins psychiatriques sans consentement, sur le certificat de décès aussi par exemple, il y en a d'autres. Et il y a surtout des certificats que vous devez absolument refuser, c'est-à-dire les certificats qui reposent sur une demande abusive,
Une demande abusive, c'est simplement le patient qui vous demande de faire un certificat dans un contexte où vous demande des écritures que vous n'avez pas du tout l'intention vous n'aviez pas l'intention de faire au regard de votre diagnostic médical ou autre. Et aussi les certificats qui sont illicites, donc comme je vous l'ai expliqué, en violation des règles de déontologie. Vous ne pouvez pas faire de certificat de complaisance comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. Et également, vous ne pouvez pas délivrer un certificat à un tiers, sauf exception prévue par les textes, mais vous ne pouvez pas délivrer un certificat médical à un tiers, déjà pour la simple et bonne raison qu'un certificat médical, avant d'être établi, il y a un examen clinique. Donc, le délivrer à un tiers serait vous mettre en faute. Donc, en fait, il y a 12 impératifs au certificat médical qu'il faut retenir constamment lorsque vous allez rédiger votre certificat, donc papier en tête évidemment, s'informer de l'usage de ce certificat, que veut en faire le patient, réaliser votre interrogatoire, faire votre examen clinique, décrire de façon précise et objective les éléments et faits médicaux personnellement constatés. Des petites lettres mémotechniques, c'est FMPC, faits médicalement et personnellement constatés. Et ensuite, ces deux éléments qui sont très importants, c'est vous pouvez rapporter, si c'est utile, les dires du patient. Alors, pour vous protéger, quand on rapporte les dires du patient, ce n'est pas le texte qui le dit, mais en tout cas les interprétations aussi bien par le Conseil national et de ce qu'on peut constater en jurisprudence, vous devez impérativement citer entre guillemets et au conditionnel. Alors vous allez me dire c'est un peu un non-sens, puisque la règle de CM2 qui dit qu'entre parenthèses, on cite au présent et au conditionnel, c'est quand on rapporte la parole de quelqu'un. Mais je pense qu'il vaut mieux deux sécurités plutôt qu'une. Donc il est mieux de rédiger vos certificats lorsque vous citez les faits rapportés par le patient, de le mettre entre guillemets et au conditionnel. En revanche, la jurisprudence évolue, donc on aura certainement des précisions sur comment évoluent les choses et vous serez les premiers informés, mais en l'état, il vaut mieux ces deux sécurités. Et surtout, un autre élément du certificat qui est essentiel, c'est ne pas se prononcer sur les dires du patient ou sur la responsabilité d'un tiers. C'est un élément très très important. Ça veut dire quoi? Vous rapportez dans un premier temps, entre guillemets, au conditionnel les dires du patient. Vous établissez froidement votre diagnostic médical sans faire de lien à aucun moment entre votre diagnostic et les dires du patient. Et surtout, vous n'engagez pas la responsabilité d'un tiers, mais j'y reviendrai tout de suite après. Ensuite, il faut dater votre certificat du jour de votre rédaction et pas, même s'il s'agit de faits antérieurs, vous devez le dater au jour de votre rédaction. Vous devez vous relire, apposer votre signature, remettre le certificat en main propre et écrire que vous le remettez en main propre. Gardez un double, c'est très important et vous comprendrez que votre dossier médical est fondamental. Et donc ce double de certificat est très important et vous le comprendrez dans la suite de mes explications. Et ensuite, savoir dire non, bien sûr. Il faut que vous appreniez à dire non aux certificats, comme je l'ai dit tout à l'heure, abusifs ou illicites. Et enfin, n'hésitez pas. Vous avez un doute, un questionnement, vous avez votre conseil de l'ordre qui est là et à qui vous pouvez poser les questions que vous souhaitez. Je vais juste aborder rapidement l'incapacité totale de travail ou temporaire de travail. C'est une notion juridique qui est souvent utilisée en droit pénal. Donc, vous avez l'occasion de faire des certificats avec une ITT lorsque vous recevez par exemple quelqu'un d'accidenté, de blessé. Donc cette notion juridique, souvent utilisée en droit pénal, elle permet de déterminer les poursuites pénales. C'est-à-dire, par exemple, violence volontaire ayant entraîné une ITT inférieure ou supérieure à 8 jours, 1 mois, 15 jours, etc. Ou elle est utilisée aussi dans le cadre civil pour l'évaluation du préjudice de la personne, notamment conformément à la nomenclature d'Intia, qui est une nomenclature dans laquelle il y a l'ensemble des postes de préjudice que peut revendiquer une personne blessée. L'ITT au sens pénal, il fait l'état normalement de lésion et il est établi par le médecin légiste dans le cadre des unités médico-judiciaires.
Et l'ITT au sens civil, c'est l'étendue de son préjudice à un moment donné durant cette durée d'ITT. Cette durée d'ITT, juste pour vous préciser qu'elle ne dépend pas de l'activité ou pas de votre patient. C'est-à-dire que même s'il ne travaille pas, un ITT peut être fixé. Parce qu'en fait, cette ITT, elle permet juste d'établir la période durant laquelle votre patient éprouve une gêne pour effectuer les gestes de la vie courante, c'est-à-dire l'habillement, le déplacement, la toilette, les repas, etc. Donc, je vais vous parler enfin donc, des sanctions en lien avec la rédaction du certificat médical. Alors, ce que je veux dire par sanction, c'est surtout les 3 éléments qui vont entraîner des sanctions. Donc, on l'a dit tout à l'heure, la remise à un tiers. Vous n'avez pas à communiquer de certificat à un tiers hors réquisition judiciaire. Peu importe qui vous le demande. Et vous n'avez surtout pas à transmettre un certificat à un parent, par exemple, pour modifier le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent. Ça paraît être un cas excessif, mais parce qu'ils existent, je vous le signale. Vous n'avez pas non plus à attribuer des troubles présentés par un enfant par l'attitude du père ou de la mère ou d'un tiers. C'est très dangereux. Il ne faut absolument pas rentrer dans ce genre de considération. Ce n'est pas votre rôle. Certifier et attester. Le deuxième point, c'est dangereux. Vous savez, vous avez déjà le terme même de certificat médical. Son terme même, c'est certifié. Et c'est là où ça pose un problème, c'est qu'il ne porte pas son nom pour rien. Donc, vous devez faire extrêmement attention. Vous pouvez rapporter, si un patient vous demande un certificat médical pour dire qu'il est en bonne santé, vous serez habile à ce moment-là et vous expliquerez qu'après un examen négatif, qu'à ce jour, vous ne constatez pas de signes d'affection cliniquement décelables, il ou elle semble être en bonne santé. Vous ne pouvez pas aller trop loin dans les certificats qu'on vous demande. Vous devez, encore une fois, constater froidement ce que vous constatez et surtout pas vous épancher. Et surtout, sur les dires du patient, vous n'établissez pas de lien. Et là, j'en viens donc enfin au lien de causalité. Le médecin donc, doit se garder d'attribuer des troubles psychologiques ou physiques à un conflit familial ou professionnel. Et ça, c'est l'article 51 qui vient le préciser encore une fois. Lorsque le médecin indique, ou le médecin traitant indique, un état anxio-dépressif réactionnel à un conflit au travail, comment peut-il être sûr que cet état vient seulement du travail ? Vous pouvez avoir des patients qui ont certainement d'autres difficultés et qui vont peut-être tout centrer sur cette difficulté au travail. Dans tous les cas, vous n'en avez pas la certitude, vous ne pouvez pas l'attester. Et pour éviter de l'attester, vous n'allez pas jusqu'au mot « travail ». Tout simplement, vous utilisez le conditionnel, vous citez par exemple qu'il souffre de troubles du sommeil, mais vous n'irez pas jusqu'à des troubles du sommeil en raison d'une situation compliquée dans le cadre du travail. Et la Chambre disciplinaire nationale le sanctionne très régulièrement. Par exemple, dans une décision de la Chambre disciplinaire nationale, un certificat médical faisait état de troubles du sommeil et de divers symptômes physiques et psychiques survenus dans le passé et liés à son activité professionnelle. Et ajoutant que ce patient le consultait à nouveau pour des troubles du sommeil dans un contexte professionnel qui s'est dégradé et qui met le patient en tension physique et psychique. Danger. Là, danger. Vous êtes rentré dans la zone rouge. Même si le médecin du travail avait constaté effectivement une situation de souffrance, même si le médecin traitant, pensant bien faire en voyant son patient dans une extrême souffrance, ne peut pas établir un lien de causalité sur ce qu'il n'a pas constaté. Vous l'avez vu, vous avez compris, vous ne pouvez constater que ce que vous avez vu. Et ça, vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas pu le constater.
En l'occurrence, ce médecin donc, a été sanctionné d'un blâme. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce certificat, tout simplement, s'est retrouvé entre les mains du juge prud'homal, puisque il y avait évidemment un conflit entre le salarié et son employeur, certainement pour harcèlement ou pour autre, peu importe, on ne sait pas si l'employeur a été sanctionné ou pas, ou si ce certificat a eu du poids ou pas, mais ce n'est pas l'important dans ce problème-là. Ce qui est important, c'est que vous ne pouviez pas, ce médecin ne pouvait pas établir un lien de causalité entre l'état de son patient et le travail. Les sanctions, il y a tellement de jurisprudence qu'il y a autant de sanctions, donc il y a une majorité de blâmes, mais la sanction, elle peut aller, par exemple, sur les jurisprudences que j'ai, une interdiction d'exercer la médecine pendant 1 mois avec sursis de 3 semaines, une interdiction d'exercer la médecine pendant 8 jours avec sursis, une interdiction d'exercer la médecine pendant 3 mois. Vous voyez, c'est quand même très large et tout va dépendre de l'impact de votre certificat, mais aussi des violations et des liens que vous avez établis. Sur l'écrit dans le cadre de la continuité des soins, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Le principe, s'il n'y avait qu'un seul mot à retenir dans la continuité des soins, ce serait le consentement du patient. C'est-à-dire que là, on est toujours sur l'écrit et donc le secret médical. Et ce qui va lier tout ça, c'est le consentement du patient et ce que vous allez transmettre à vos confrères dans le cadre d'une prise en charge pluridisciplinaire doivent être des éléments uniquement médicaux. Donc, dans la prise en charge pluridisciplinaire, on est dans le cadre de l'article 1110-4 du Code de la santé publique. Sur la prise en charge pluridisciplinaire, donc au sein d'une même organe, au sein d'un même établissement, vous devez transmettre ce qui est strictement nécessaire à la coordination des soins du patient, mais à ce moment-là, on a une présomption de consentement, c'est-à-dire que si le patient donne son consentement à un médecin, il est présumé l'avoir donné à l'ensemble de l'équipe soignante pour cet élément-là. Ensuite, hors équipe de soins, le texte est très clair, vous devez avoir le consentement préalable du patient. Également, en cas de pronostic grave, bien sûr, le secret ne fait pas obstacle à ce que les familles soient informées ou les gens pouvant aider le patient soient informés. Mais là, le texte va vous dire sauf opposition de sa part. Au lieu de vous dire, comme tout à l'heure dans la prise en charge pluridisciplinaire hors équipe de soins, le consentement préalable, là, dans le cas du pronostic grave, on va vous dire plutôt sauf opposition de sa part, puisqu'on ne sait pas si le patient est en état de pouvoir exprimer ses volontés. Et dans le cadre de la communication du décès du patient, c'est pareil, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que vous puissiez donner des informations médicales à la famille, aux concubins, aux partenaires, dans la mesure où c'est strictement nécessaire à la continuité et à connaître les causes du décès. Et à défendre la mémoire du défunt ou tout autre élément, sauf bien sûr avis contraire de la personne avant son décès. Et la personne, à tout moment, a le droit de s'opposer, dans le cadre de la continuité des soins, à ce qu'on communique ces données médicales. Donc d'une manière globale, il faut que le patient consent au partage. Je voudrais faire un petit aparté sur l'expertise. Vous avez le droit d'assister vos patients potentiellement pour une expertise amiable parce que le patient a le droit d'être accompagné par la personne de son choix, conformément à la nomenclature d'un TIAC. Vous pouvez l'accompagner et vous allez peut-être avoir en main, à l'issue de cette expertise, un rapport d'expertise amiable. Soit vous assistiez le patient, soit vous êtes, par exemple, médecin expert recours pour les compagnies d'assurance. Vous serez peut-être expert dans le cadre d'une expertise amiable et vous aurez peut-être en main le rapport d'expertise du patient. Si le patient n'est pas satisfait par son expertise amiable, il peut très bien aller devant le tribunal judiciaire et demander une expertise médicale judiciaire et la désignation d'un expert.
À ce moment-là, vous ne devez en aucun cas, que vous soyez médecin de compagnie ou que vous soyez médecin accompagnant du patient, vous ne devez en aucun cas, ni à aucun moment, communiquer ce rapport d'expertise à l'expert judiciaire, bien sûr sans l'accord préalable du patient, en sachant que le patient sera rarement d'accord, puisque s'il fait une procédure judiciaire, c'est que manifestement, il n'était pas satisfait de l'expertise amiable. Donc, soyez vigilants. C'était une petite parenthèse. Parce que le juge a déjà de nombreuses fois sanctionné, et d'ailleurs les chambres disciplinaires ont souvent sanctionné cette difficulté. La deuxième partie, sur la qualité des soins, donc entre le principe de continuité, les conditions du refus de soins et l'obligation d'information du patient. Donc c'est encore beaucoup d'informations que je vais essayer de vous donner. Je vais essayer d'aller vite. La qualité des soins. Donc le principe de la qualité des soins. La qualité des soins, en fait, on la retrouve dans tout le parcours de soins. À chaque étape du parcours de soins, il y a le principe de qualité des soins et c'est l'article 32 du Code de déontologie qui vous le rappelle. Cet article 32, il est intéressant parce qu'il va soulever 4 notions essentielles à laquelle vous ne devez pas vous écarter. La première phrase, c'est « dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande ». C'est important. Le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science en faisant appel s'il y a lieu à un tiers compétent. Ce sont quatre notions qui sont fondamentales. D'abord, les soins consciencieux, c'est quoi? C'est des soins que le patient est en droit et il peut légitimement s'attendre lorsqu'il vient vous consulter et c'est souvent par rapport aux recommandations, par exemple, médicales de bonne pratique. Conforme aux données acquises de la science, c'est-à-dire que votre activité doit obligatoirement être conforme aux données acquises de la science. Pourquoi on dit acquises? Parce que ce sont des données actuelles, ce sont des résultats validés. Donc par opposition, ce ne sont pas des données prospectives ou expérimentales, ce ne sont pas non plus des données obsolètes ou avec un bénéfice-risque inintéressant. Donc, ces données acquises de la science, quelles sont vos références dans ce domaine? Je pense que vous le savez très bien. C'est la formation, c'est les revues scientifiques, c'est les colloques, c'est les recommandations médicales, c'est les chartes de bonne pratique, c'est les protocoles, les consensus, etc. La seconde partie de l'article fait état, donc de cet article 32, fait référence à l'appel à un tiers compétent. C'est une notion, vous verrez, qui est répétée dans beaucoup d'articles et qui est sous le viseur aussi du juge judiciaire. Faire appel à un tiers compétent, ça veut dire qu'en fait, on vous demande de placer vos limites à un moment donné pour établir un diagnostic, par exemple, de savoir et de ne pas hésiter pour compléter, pour exclure certaines choses dans vos diagnostics, de ne pas hésiter à faire appel à un tiers compétent d'une autre spécialité ou dans le cadre d'un protocole de soins à un savoir spécifique. C'est une notion essentielle et qui a été sanctionnée. Je pourrais vous citer par exemple une jurisprudence où, très grave, puisque le médecin a, durant 16 années, alors que son patient souffrait d'affections assez graves, n'a pas jugé bon de faire appel à un spécialiste, ce qui lui a valu une condamnation sévère. Mais surtout dans cet article 32, le premier point que je vous ai dit, et c'est là d'où découlent toutes vos obligations, c'est la phrase « dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande ». C'est le début de l'article 32. Et en fait, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en responsabilité civile professionnelle le contrat de soins. À partir du moment où vous êtes engagé dans ce contrat de soins, c'est là où toutes vos obligations vont découler. Alors bien sûr, l'article 47 rappelle que vous n'êtes pas tenu, sauf urgence, de répondre à une demande. Vous n'êtes pas obligé d'accepter toutes les demandes de soins. Mais on vous le rappelle, si vous avez accepté, vous devez donc vous engager et remplir ce contrat de soins et donc apporter une réponse appropriée. Ensuite, l'erreur et les données acquises de la science. Je les ai mis ensemble volontairement parce que pas toutes les erreurs sont sanctionnables.
parce que la médecine, c'est pas non plus tout le temps un résultat, hein, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, on va faire référence et on va se poser sur l'article 33 du Code de déontologie qui fait référence au diagnostic. Alors, je vais vous le citer. Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant, dans toute la mesure du possible, des méthodes scientifiques les mieux adaptées. Donc là, on est sur les données acquises de la science. Et s'il y a lieu, de concours appropriés. Donc là, on fait encore référence au tiers, à l'appel du tiers spécialiste. Donc, la prise en charge consciencieuse, vous savez ce que c'est maintenant, et les questions que va se poser par exemple un magistrat ou la chambre disciplinaire lorsqu'il va se poser sur le diagnostic, il va se poser un tas de questions. Le diagnostic était-il correct? Ou l'expert, en tout cas, ou l'expert judiciaire. Le diagnostic était-il correct? Y a-t-il un retard de diagnostic causant un préjudice dans la prise en charge du patient? Y a-t-il une alternative au traitement, à ce traitement invasif et risqué? Les examens préalables au diagnostic ont-ils été faits? Un avis spécialisé aurait-il été nécessaire? Le patient avait-il conscience de ce dont il souffrait? A-t-il été informé des risques ou des effets secondaires de son traitement? A-t-il eu le choix de l'alternative des traitements? C'est un grand nombre de questions qui viennent à l'expert judiciaire ou au magistrat au moment où il y a une difficulté sur le diagnostic. Néanmoins, il est quand même important de vous rappeler, parce que tout ce que je vous donne comme information est assez lourde, mais il y a un article qui est important que je dois vous dire, c'est l'article 1142-1 du Code de la santé publique. Pourquoi? Parce qu'il rappelle quand même que le médecin est soumis à une obligation de moyens par opposition à résultat. Donc cette obligation de moyens, c'est donner des soins consciencieux conformes aux données acquises de la science, mais on vous demande pas un résultat, évidemment. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le patient, si il envisage de poursuivre, il faut, dans notre système judiciaire, qu'il prouve la faute, qu'il prouve un préjudice, parce qu'une faute sans préjudice, ça ne tient pas. Il faut qu'il prouve la faute, le préjudice et le lien de causalité. Parce que vous savez très bien que voilà, un patient peut avoir un état antérieur très lourd et donc il peut n'y avoir aucun lien de causalité entre le préjudice qu'il dit subir et l'erreur potentielle. Et l'article 1142-1 le rappelle, vous n'êtes responsable dans vos actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Donc en fait, pour comparer un diagnostic d'un diagnostic qui serait erroné ou absent, ça sera toujours au regard d'un médecin d'une même spécialité au même moment, face au même examen clinique. On va comparer comment il aurait fallu agir ou pas au regard des données acquises de la science. Alors, il y a plusieurs exemples de fautes. On peut avoir... Alors, je me suis perdue dans les diapositives. Voilà, il y a plusieurs erreurs qui peuvent être soulevées. Soit une erreur d'interprétation inexacte des symptômes au regard des données acquises de la science. Par exemple, dans une même journée, à une même date, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a opté des positions très différentes. Par exemple, elle a retenu une faute technique médicale dans la pratique et l'interprétation d'échographie qui n'avait pas été menée conformément aux données acquises de la science et n'avait pas permis de déceler des anomalies dont était atteint le fœtus. Ça, c'est un premier point. Et le même jour, dans une autre affaire, elle va dire que le diagnostic est considéré comme non fautif parce que les symptômes peuvent être confondus avec ceux d'une autre affection lorsque la pathologie est très évolutive, de sorte qu'elle ne pouvait être diagnostiquée le jour de l'examen radiographique. C'est-à-dire que sur deux affaires différentes, la juridiction est tout à fait capable de prendre la distance et la réflexion nécessaires, grâce peut-être à plusieurs expertises, et donc de comparer deux situations au regard des données acquises de la science. Donc l'erreur de diagnostic, vous l'avez compris, pas toujours fautive. Vous pouvez avoir aussi
une faute par une mise en œuvre insuffisante d'examen ou de moyens d'investigation. Par exemple, de laisser... c'est presque l'absence de diagnostic à ce moment-là qui peut être sanctionnée. Soit la carence de s'entourer d'un avis éclairé, et ça revient très souvent, vous l'avez remarqué. Par exemple, la responsabilité d'un médecin, donc ça, c'est de la responsabilité civile professionnelle, en l'occurrence ma jurisprudence. La responsabilité d'un médecin confronté à un patient atteint de douleurs thoraciques et ne faisant pas appel à un cardiologue susceptible de diagnostiquer un infarctus du myocarde. Voilà, ça c'est un exemple de carence de s'entourer d'avis éclairés. Il peut y avoir aussi le retard dans l'application de gestes médicaux ou dans la prise en charge des troubles du malade par une absence d'intervention entraînant par exemple dans un cas de jurisprudence l'amputation de la jambe. Ensuite, je vais passer donc à la continuité des soins et le refus de soins. Donc c'est l'article 47 qui dit dans sa première phrase, et c'est très important, quelles que soient les circonstances, donc déjà c'est très clair, quelles que soient les circonstances, la continuité des soins au malade doit être assurée. Ça, c'est la première phrase de l'article 47, et donc ça a son importance. C'est presque qu'on vous dit, quoi qu'il arrive, vous devez vous assurer de la continuité des soins. Ensuite, hors le cas d'urgence ou celui qui manquerait à ses devoirs d'humanité, le docteur Mellet vous en a parlé tout à l'heure, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles, donc ça c'est la clause de conscience. S'il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. Vous voyez à quel point c'est quand même très lourd et vous avez un rôle qui est important jusqu'au départ de votre patient. Donc vous avez cette obligation jusqu'à effectivement cet éventuel dessaisissement. Vous devez pouvoir justifier à tout moment que vous avez assuré cette continuité des soins. Et comment ? Par votre dossier médical. Vous avez pu voir tout à l'heure, quand je parlais de certificat, qu'il fallait un double et qu'il fallait un suivi. Là, dans le suivi de soins, on ne pourra constater que vous avez répondu à vos obligations dans la continuité des soins qu'avec un dossier médical nickel. Pourquoi ? Parce que le juge ou la chambre disciplinaire, elle va vérifier cette continuité des soins, et vous verrez, je le citerai souvent, par un faisceau d'indices. Elle va regarder les prescriptions, les copies de certificats, peut-être les lettres d'adressage, les informations fournies aux patients, etc. Donc, vos dossiers médicaux revêtent une importance particulière. La rupture dans la continuité des soins, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être le défaut de diriger vers un confrère compétent, ça peut être la délivrance de soins inefficaces, ça peut être des délais prohibitifs d'attente, ça peut être une offre de soins dissuasifs comme des honoraires prohibitifs. Vous avez le droit, bien sûr, de refuser Vous avez le droit à un refus de soins, on en parlait de tout à l'heure, de cette clause de conscience, parce que c'est contraire à vos convictions personnelles, éthiques, etc. Vous avez le droit, et ça, il n'y a aucune difficulté. Les seules limites, vous les connaissez, ce sont les situations d'urgence et de votre devoir d'humanité. Les situations d'urgence, vous devez porter secours en situation d'urgence, vous ne devez pas violer vos devoirs d'humanité, et bien sûr, vous ne devez pas refuser de soigner un malade pour des motifs discriminatoires, comme on vous l'a indiqué tout à l'heure, ou pour des raisons financières. On vous a parlé justement des poursuites récurrentes sur le thème justement des patients CMU ou AME. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, ça porte, monsieur le secrétaire général l'a très bien dit tout à l'heure, je ne sais pas le nouveau mot qu'on a donné à la CMU, mais voilà, en tout cas, en ce qui concerne le dépassement d'honoraires abusifs, ce que j'indique dans ma diapo, c'est pratiquer des honoraires abusifs. Je vous rappellerai juste que vous devez normalement indiquer vos honoraires en salle d'attente, ou en tout cas une fourchette de vos honoraires, et potentiellement le remboursement Sécu. Vos honoraires dépendent de votre notoriété professionnelle, de la situation du patient, de la technicité de l'acte que vous allez peut-être faire, du service rendu
et aussi du tarif moyen des autres praticiens. Ensuite, l'obligation d'information, c'est important, c'est l'article 1111-2 du Code de la santé publique qui le pose, mais aussi l'article 35 du Code de déontologie, et voire même l'article 16.3 alinéa 2 du Code civil sur le respect de l'intégrité du corps humain. Donc l'article 35 du Code de déontologie dispose que le médecin doit à la personne qui l'examine, soigne et conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, le médecin doit tenir compte de la personnalité de son patient dans ses explications et veille à leur compréhension. C'est là que vous verrez que l'information ne suffit pas, la compréhension est essentielle. L'article poursuit en disposant que la personne qui souhaite être tenue dans l'ignorance le peut et qu'un diagnostic grave doit être donné avec circonspection. Donc, le patient doit être informé de son état tout au long de la maladie, à chaque instant. Il doit être informé de l'ensemble des thérapeutiques, par exemple, de l'attitude préventive auquel le patient doit s'astreindre, de l'utilité de telle ou telle intervention, du bénéfice-risque évidemment, du choix thérapeutique, des alternatives thérapeutiques, des effets secondaires, des risques fréquents ou graves à l'intervention, par exemple. C'est une source vraiment importante de contentieux, aussi bien, enfin encore plus, j'ai envie de dire, sur la responsabilité civile professionnelle que celle déontologique, mais quand même, cette obligation d'information est quand même une source de plainte des patients. Donc, comment on peut transmettre cette information? Que va être le faisceau d'indices, aussi bien pour une chambre disciplinaire que pour un juge? Le faisceau d'indices sur cette information, parce que vous êtes libre, vous êtes totalement libre de l'information que vous donnez et surtout du support. Donc, le faisceau d'indices sera, par exemple, les schémas, les croquis, dans votre dossier médical, les fiches explicatives, les listes d'effets indésirables, les risques liés à l'opération, etc. Et donc, encore une fois, c'est la tenue de votre dossier médical qui vous protège à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas de formalisme pour l'information du patient. Il faut se méfier néanmoins des consentements et des fiches d'information qui sont données par les sociétés savantes. Parfois, elles sont très bien, mais elles ne sont pas suffisantes. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, pour l'information du patient, qu'il y ait une signature ou pas, ce n'est pas ça qui va permettre réellement de vérifier si le patient a bien été informé. Vous l'avez compris, c'est toujours le faisceau d'indices. Et il y a eu énormément d'illustrations en jurisprudence. Par exemple, sur un formulaire, donc je vais vous en lire une petite partie, vous verrez que c'est en termes très génériques. Par exemple, je confirme avoir été informé par le docteur dans le détail des risques graves, y compris vitaux, inhérents à toute intervention chirurgicale, des risques graves, y compris vitaux, particuliers à l'intervention que je dois subir. J'ai été informé de l'existence de certains pourcentages de complications graves, etc. Bref, la Cour d'appel a sanctionné ce médecin puisque cette information n'était pas loyale, elle n'était pas claire, elle n'était pas appropriée, puisque déjà elle ne fait absolument pas référence à l'intervention qu'a subie le patient. Et donc, rien ne pouvait permettre la compréhension du patient. Et il a été sanctionné. Pourquoi? Parce que il y a eu des effets inattendus auxquels le patient n'était pas informé suite à cette intervention. Voilà, donc en conclusion, je vous ai donné beaucoup d'informations. J'espère que je ne vous ai pas trop stressé, mais c'était un peu mon but de vous expliquer ce que vous risquez. Je sais que beaucoup d'obligations pèsent sur vos épaules. Il ne faut pas hésiter en tout cas à faire appel à votre ordre qui peut vous encadrer et qui peut vous aider. Et aussi, puisque je dois quand même un peu prêcher pour ma paroisse, les avocats ne sont pas uniquement là pour le contentieux, mais aussi sont là pour vous conseiller, vous aiguiller en amont. Vous n'avez pas de support de tout ce que je vous ai dit, mais en tout cas, je le tiens à votre disposition si vous le souhaitez, aussi bien sur mon site ou à l'ordre. Voilà, je vous remercie.
Eh bien, bonsoir Maître Amar. Merci beaucoup pour cette explication. Également au docteur Bruno Mellet, qui a clairement aussi défini le rôle du Conseil de l'Ordre, et Maître Amar qui a été dans la continuité de ce qui a été dit précédemment. Donc beaucoup de réactions également ce soir dans le public. On a des questions qui s'adressent à la fois à Maître Amar et à la fois au docteur Mellet. Peut-être dans la continuité de votre intervention, Maître Amar, pouvons-nous, un médecin parle en son nom, pouvons-nous être poursuivis en même temps au disciplinaire et devant le tribunal? Qu'en pensez-vous? Tout à fait, on peut tout à fait et malheureusement être poursuivi en tant que médecin aussi bien devant la chambre disciplinaire que devant une juridiction pour la même chose, mais sur des fondements, on va dire, juridiques différents. D'un côté, c'est le médecin, si vous voulez, devant le Conseil de l'Ordre, devant la chambre disciplinaire, qui risque peut-être une suspension d'exercice, etc. Et devant les tribunaux, on va dire que c'est plutôt votre assurance qui prend la direction du procès et qui va devoir payer ou pas si jamais il y a eu un préjudice. Voilà, donc les deux sont tout à fait possibles. Et oui, donc il ne s'agit pas de la double sanction, mais bien de deux voies différentes qu'une personne qui souhaite déposer plainte, que ce soit un patient ou une personne qui a qualité à agir, peut poursuivre si il a intérêt, selon lui, à le faire. Dans la continuité de ce que vous dites, pour le docteur Mellet, les plaintes disciplinaires, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'après-conseil départemental de deux manières. La première, ce serait des questions qui sont remontées, mais pourquoi le Conseil de l'Ordre ne nous défend-il pas et lorsqu'il transmet les plaintes, même estimées abusives, pourquoi le Conseil de l'Ordre départemental n'arrête pas la plainte à ce niveau-là? Et le deuxième volet, c'est comment se passe la procédure lorsque les plaintes sont transmises à la chambre disciplinaire, avec peut-être un volet sur la composition de la chambre et le rôle des médecins en qualité d'assesseurs. Merci. Pourquoi le Conseil de l'Ordre ne vous défend-il pas? Si, déjà il le fait au niveau, on l'a vu tout à l'heure, de la conciliation. C'est bien l'action des conciliateurs qui peut permettre d'écarter certaines plaintes quand elles ont peu de fondement. Donc, et je rappelle les chiffres de tout à l'heure, dans plus d'un cas sur deux, les plaintes sont arrêtées au niveau de la conciliation. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on transmet toutes les autres plaintes à la chambre disciplinaire? Parce que c'est la loi qui en dispose ainsi. On est tenu de transmettre les plaintes à partir du moment où la conciliation n'a pas abouti. On est tenu, quel que soit le plaignant, c'est-à-dire que nous, conseillers départementaux, nous ne sommes pas habilités à déterminer si le plaignant a qualité ou a intérêt à agir. Vous avez vu tout à l'heure, quand je parlais des ordonnances du président de la chambre disciplinaire, c'est à lui que revient ce rôle, cette fonction, que d'écarter certaines plaintes si le plaignant n'a pas qualité à agir. Ça, c'est la première chose. Et puis, on n'a aucun pouvoir d'interrompre une plainte, même si elle nous semble totalement déraisonnable. Encore une fois, le Code de la santé publique en dispose autrement. Si ça peut rassurer, c'est que alors, la qualification de procédure abusive qui a été évoquée tout à l'heure, là encore, elle ne nous appartient pas. Cette qualification relève de la chambre disciplinaire. Et ça arrive régulièrement. Régulièrement, on voit des retours de la chambre disciplinaire avec des plaintes qui ont été qualifiées d'abusives. Et le Code de la justice administrative prévoit d'ailleurs dans ces cas-là des pénalités qui peuvent aller jusqu'à 10 000 €. L'expérience que j'en ai, c'est qu'on a régulièrement des pénalités de 1 000, 1 500 à 2 000 € si les plaignants s'aventurent à porter plainte alors que c'est totalement déraisonnable. Pour qu'une plainte soit qualifiée d'abusive, je parle sous le contrôle de Maître Amar, c'est plus son domaine que le mien. J'ai la parole, je la garde donc 2 secondes. Il faut qu'il y ait une évidente mauvaise foi dans la plainte pour qu'elle puisse être qualifiée d'abusive. Vous. Merci Maître Amar de confirmer. Une information, mais vous l'avez déjà abordé tout à l'heure, donc peut-être le resynthétiser à la fin. Premièrement, comment prouver qu'on a bien donné toutes les informations aux patients? Et deuxièmement, et je pense qu'il faudra l'appuyer d'un oui ferme, devons-nous finalement refuser d'établir un certificat s'il nous semble illégitime? Alors, oui, sur cette dernière question, bien sûr, absolument, il faut apprendre à dire non. Vous êtes dans l'empathie, vous soignez, vous êtes là pour soigner, vous êtes dans l'empathie, mais il faut savoir dire non, il faut savoir placer les limites.
Et la première question, c'était juste avant. Vous m'avez indiqué avant Juste avant, pardon. Comment prouver que l'on a bien donné toutes les informations aux patients? C'est la traçabilité de l'information. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'était le faisceau d'indices, c'est-à-dire que c'est la tenue de votre dossier médical, vos croquis, vos explications, vous efforcer à être sûr que le patient a compris ou lui faire signer vos dessins ou vos explications si vous l'estimez utile. Voilà. Ok. Très très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je regarde le fil des questions. A priori, on a fait le tour de l'ensemble des questions qui ont été posées ce soir. Je vous remercie particulièrement tous les deux, Maître Amar et Dr Mélé, pour cette intervention de qualité. Pour ce qui concerne les jeudis de l'ordre, eh bien, la fin d'année approche également. Donc, le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année en famille et avec vos proches. On se retrouve en février prochain pour un autre jeudi de l'ordre que l'on vous annoncera en temps et en heure. Je remercie particulièrement monsieur le bâtonnier qui est parmi nous ce soir et qui nous a fait la joie d'assister à ce jeudi de l'ordre conjoint entre deux ordres que sont l'ordre des médecins et l'ordre des avocats, et notamment le barreau de Marseille. Merci au docteur Marie-Dominique Métra, qui est la présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Je ne vais pas saluer tout le monde, mais également, bien évidemment, le docteur Jacques Roméo, qui est le premier vice-président du Conseil et en charge de la commission de communication. Ce jeudi de l'ordre, vous pourrez le retrouver dans 5-6 jours. C'est un engagement pris par l'association SAFAR qui assure la captation des images dans 5-6 jours sur le site du Conseil départemental de Bouches-du-Rhône, CDOM 13. Dans le volet jeudi de l'ordre communication, vous retrouvez l'intégralité des replays des 3 dernières années. Nous sommes au 34e jeudi de l'ordre. Merci à tous, bonne soirée, merci d'avoir suivi les jeudis de l'ordre. Au revoir.